Ce jeudi, dans le bureau ovale, Donald Trump s'est montré confiant quant à une fin de la guerre avec l'Iran. Il a déclaré qu'un accord sur la réouverture du détroit d'Ormuz pourrait être conclu prochainement. Écoutez. Je ne veux pas dire qu'il est en quelque sorte ouvert maintenant. Nous avons quelque chose qu'on appelle le blocus, dirigé par la marine américaine. Et maintenant, nous le contrôlons. Mais ils peuvent toujours tirer sur quelque chose. Ils ont toujours quelque chose sous la main et peuvent poser une mine. Et si vous avez une mine posée là, dehors, ça fout tout un bazar parce que les gens ne veulent pas prendre leur bateau à 1 milliard de dollars et se faire toucher par une mine par accident. Mais je pense que nous nous en sortons très bien. Je suis impliqué dans la négociation. Cela pourrait arriver bientôt. Et pour approfondir ce sujet, Sébastien Boussois, chercheur en sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient, est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. On vient d'entendre Donald Trump. Est-ce que cette fois, il faut croire le président américain? Est-ce qu'un accord avec l'Iran va enfin être conclu? Écoutez, on arrive quand même dans une impasse qui commence à durer, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis les 5 mois et le déclenchement de la guerre, l'objectif était probablement dans un premier temps de voir s'effondrer la République islamique et de régler par le même temps la question du nucléaire. Ça n'a pas été le cas. Je pense que Donald Trump espérait une victoire éclair, une blitzkrieg, une guerre rapide, et que Benjamin Netanyahou l'a probablement convaincu que ça serait possible. Or, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Certains disaient qu'ils aimaient bien les plans qui se déroulaient sans aucune accroche. Là, on est effectivement dans un autre plan. Et depuis des semaines et des semaines, on voit que les deux parties continuent à la fois à être dans ce strike and talk, c'est-à-dire ce combat et en même temps cette négociation. Tout ça n'aboutit à pas grand-chose. Le problème fondamental à régler, ça sera en allant vers un accord minimaliste, ça sera le règlement du détroit d'Ormuz, parce qu'il n'implique pas que les Américains et les Iraniens, il implique et il a des conséquences majeures sur les monarchies du Golfe et sur l'économie mondiale aussi, ce qui est aujourd'hui la priorité des priorités dans les négociations. Je voulais aussi avoir votre analyse sur la possible pénurie d'armes aux États-Unis. Selon les médias américains, dont le Washington Post ou encore CNN, Donald Trump aurait renoncé à frapper l'Iran samedi dernier à cause d'un manque de munitions. Oui, à ce moment-là, et puis peut-être avant, mais vous savez, d'un côté, il faut savoir terminer une guerre. On voit bien qu'il n'y aura aucune solution militaire. Et puis, de l'autre côté, en général, on dit qu'on s'engage dans une guerre quand on est sûr de la gagner. Là, on est dans une sorte d'imbroglio. On ne va pas très très loin. Il est vrai qu'il y a 65% des missiles patriotes qui sont aujourd'hui out. On a plus de 60% des systèmes de défense antimissiles qui sont également out du côté américain. Et on a près d'un tiers des fameux missiles Tomahawk qui ont été lancés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain il y a une guerre dans le Pacifique, ce qui peut tout à fait arriver, les Américains risquent d'avoir des difficultés. Donc je ne parlerai pas de pénurie parce que l'industrie américaine construit en même temps. Je ne sais pas honnêtement si elle construit aussi rapidement que le font les Iraniens de leur côté, parce qu'en plus ils ont des armes légères et une surproduction extrêmement efficace de drones notamment. Mais en tout cas, il vaut mieux probablement garder certains stocks au cas où une autre guerre se déclencherait ailleurs. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'effectivement Donald Trump s'est engagé dans cette guerre et ça aurait pu marcher en termes de dilapidation, si je puis dire, des armes si elle avait été courte. Là, pour quel intérêt? Vous allez continuer une guerre pour faire quoi? Pour viser quel objectif? Je crois que Trump est en train de faire le deuil de cette guerre et surtout qu'il n'a pas réussi à faire s'effondrer le régime iranien et donc du coup, il faut négocier. En tout cas, Donald Trump a démenti. Il dit que les stocks d'armement sont encore énormes. Dans quelle mesure cette possible pénurie d'armes peut modifier les rapports de force géopolitiques? Les rapports de force en tant que tels, non, si on continue à considérer que les Américains sont la première puissance mondiale militaire, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, les challengers, ou en tout cas les opposants des pays occidentaux qui ont tenu la dragée haute pendant très longtemps contre un certain nombre de pays, aujourd'hui ne sont plus en capacité de réussir à vaincre des ennemis dans des guerres qui ne sont plus conventionnelles, c'est-à-dire armée contre armée. Je crois qu'on a été très surpris par la capacité de réaction de l'Iran, notamment en termes de drones. Je crois qu'on a été très surpris, y compris du côté russo-ukrainien, sur la capacité de résistance de la Russie. Donc ce n'est pas tant uniquement les effectifs, qu'ils soient militaires ou les stocks, c'est aussi la stratégie. Et je pense que sur la stratégie, il y avait des stratégies divergentes entre les Israéliens et les Américains. Et tout ça a beaucoup affaibli la capacité, si tant est que l'objectif était effectivement le renversement du régime iranien. Aujourd'hui, on est rendu à pas grand-chose. La priorité maintenant est de revenir non plus au 28 février, le jour du déclenchement de la guerre, mais au 27 février, parce qu'au 27 février, le détroit d'Ormuz fonctionnait et arrangeait évidemment tout le monde. Et aujourd'hui, encore une fois, mener une guerre pour aller nulle part n'a pas beaucoup de sens. Par contre,
libérer les voies maritimes en termes de circulation et en termes d'approvisionnement énergétique. Ça, c'est effectivement la priorité, y compris pour les Iraniens et les Américains. Merci beaucoup Sébastien Boussois pour cette analyse. Toujours aux États-Unis, Donald Trump a signé jeudi un décret visant à affaiblir le droit du sol pour les enfants nés aux États-Unis de parents étrangers. Une nouvelle offensive contre ce principe pourtant protégé par la Constitution américaine. Lola Colomba, que contient ce décret exactement ? En fait, le président américain, il cherche à empêcher ce qu'il appelle le tourisme des naissances. C'est une pratique qui, selon lui, consiste pour une femme étrangère à prétexter un voyage pour visiter les États-Unis et à en profiter pour accoucher sur place afin que l'enfant obtienne la nationalité américaine. Je vous laisse écouter à ce propos le directeur adjoint de son cabinet, Stephen Miller, c'est assez éloquent. Ce système défaillant leur donne ainsi accès aux prestations sociales et à terme au droit de vote ainsi qu'à tous les autres droits et privilèges qui appartiennent exclusivement aux Américains. Cette pratique du tourisme des naissances est donc, à compter de la signature de ce décret, formellement interdite. Cela signifie que plus personne au monde n'est désormais autorisé à obtenir un visa à cette fin frauduleuse. Pourtant, Lola, le mois dernier, la plus haute juridiction américaine avait annulé un autre décret similaire de Donald Trump. Oui, souvenez-vous, le jour de son retour au pouvoir, le 20 janvier 2025, le président américain avait voulu supprimer le droit du sol pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière. Mais en juin dernier, la Cour suprême a annulé ce décret, citant le 14e amendement de la Constitution. Ce dernier sanctuarise ce principe pour toute personne née libre aux États-Unis. Et c'était un revers majeur pour Donald Trump. Sa nouvelle tentative de limiter le droit du sol se fait donc à la marge. En plus de s'attaquer à ce qu'il appelle le tourisme des naissances, le nouveau décret étend les catégories de personnes exclues du droit du sol aux membres d'organisations terroristes ainsi qu'aux personnes agissant pour le compte de gouvernements étrangers.